Mesdames et messieurs, bonsoir. La bicyclette en vedette au salon de l'automobile. Et pourquoi pas? Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à faire du vélo le dimanche pour oublier les embouteillages des heures de pointe. Et puis, comme l'a dit le président Pompidou, en s'arrêtant ce matin devant le premier stand du cycle et du motocycle, à la porte de Versailles, au salon de l'auto, je le cite, « La bicyclette a au moins le mérite de ne causer ni bruit ni pollution, et c'est un bon exercice. » Cette visite du président de la République au 59e salon de l'auto a duré près de 2 heures. La voici résumée en images par Alain Ferndrat. Ici, les automobiles sont immobiles. Les embouteillages, ce sont les piétons qui les provoquent, surtout lorsque l'un des premiers visiteurs du salon de l'automobile est le président de la République. Qu'a vu le chef de l'État? Beaucoup de caméras, beaucoup d'appareils photographiques, beaucoup de journalistes et entre une moisson de perches-micros, quelques voitures. Les plus longs arrêts de M. Pompidou sont pour les 4 constructeurs français, en particulier pour Peugeot qui présente un nouveau modèle, la 104, chez Citroën, un regard impressionné devant la SM, chez Simca, c'est la Rallye 2 qui retient l'attention, chez Renault, l'étendue de la gamme. Mais au-delà de l'esthétique des carrosseries et de la puissance des moteurs, c'est au problème de sécurité que le chef de l'État s'est surtout intéressé. Ce moyen de sécurité est sur les voitures et le long des routes, mais en fin de compte, la sécurité de la route, c'est avant tout le conducteur. Et quand le conducteur conduit bien et prudent, je suis frappé aussi dans ce salon, et ça c'est très intéressant, de l'effort qui est fait pour du côté de la sécurité, de la pollution, n'est-ce pas, de la lutte contre la pollution. On voit par conséquent cette fois-ci que ces préoccupations sont entrées dès maintenant très largement dans les cerveaux des constructeurs et qui font un très gros effort contre le bruit, contre la pollution et pour la sécurité des passagers. Et alors je redis toujours la même histoire, les constructeurs doivent faire leur effort, j'ai l'impression qu'ils l'ont entrepris, il faudrait que les utilisateurs ne démolissent pas cet effort. L'UDR se donne encore un bon mois avant d'annoncer ses candidats pour les prochaines législatives. C'est M. Perfit qui l'a dit cet après-midi en conclusion de la réunion du bureau exécutif de l'UDR. Et comme il l'avait montré à la tribune de l'Assemblée hier, M. Perfit a confirmé que l'UDR donnerait un ton extrêmement ferme à la campagne électorale. L'UDR est engagé dans une rude bataille, la plus rude sans doute que le gaullisme aura eu à livrer depuis 14 ans, parce que c'est la première bataille que nous ayons à livrer depuis que le général de Gaulle n'est plus. Les adversaires du gaullisme, mais aussi des observateurs détachés, très répandus dans la classe politique, comme on dit, souhaitent la défaite de l'UDR, ou en tout cas souhaitent un recul suffisant de ses voix et de ses sièges pour redonner ce qu'ils appellent de la fluidité, de la mobilité au jeu politique français. Ces objectifs et ces analyses reposent essentiellement sur l'idée de l'alternance des partis. Une démocratie saine exigerait l'alternance des partis et, par conséquent, après 14 ans, le moment serait venu d'alterner. Au fond, toutes les analyses tournent autour de ce thème. Eh bien, nous pensons, et cela a fait le fond des débats du bureau exécutif de cette nuit, nous pensons que ces analyses sont fondamentalement fausses. Nous pensons que la vocation du gaullisme serait trahie par cette transformation de l'UDR que l'on nous propose si obligeamment. Et nous pensons que, ce qui est beaucoup plus important, l'État et la démocratie y perdraient. Pourquoi ces analyses nous paraissent-elles erronées? Eh bien, elles nous paraissent erronées d'abord parce que la possibilité de l'alternance dans la sérénité, qui est profondément souhaitable en soi, est malheureusement viciée, pour ne pas dire rendue impossible, par l'existence et par la force du Parti communiste.
En effet, l'alternance des deux grands partis, de deux grands mouvements, comme elle a lieu dans d'autres démocraties, suppose un sens du fair play. Je regrette d'avoir à faire appel à un mot anglais, mais la pratique est très anglaise et n'est pas toujours française, c'est peut-être pour ça que le mot nous manque, suppose le respect de la règle du jeu. Or, nous pensons, et je crois qu'une assez grande majorité des Français pensent, que le Parti communiste ne respecte pas la règle du jeu. Reprise des négociations ce matin entre les syndicats de l'enseignement technique et le ministère de l'Éducation nationale. Vous vous souvenez qu'une grève de 4 jours a eu lieu fin septembre et au début de ce mois dans les lycées et collèges techniques. Les organisations syndicales disent avoir obtenu aujourd'hui certaines satisfactions, mais estiment que ce n'est pas suffisant. Un nouveau rendez-vous a été demandé par les syndicats au ministère pour poursuivre ces discussions. Le premier Polonais devant la tombe de Frédéric Chopin. C'était ce matin au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où s'est rendu M. Guirec en compagnie de 200 militants du Parti communiste français. Puis cet après-midi, avant de reprendre l'avion pour Varsovie, M. Guirec a rendu public avec le président Pompidou une déclaration qui consacre l'amitié et la coopération entre la France et la Pologne. Jean-François Delassus. Quand Édouard Guirec avait quitté une première fois la France en 1934, s'était escorté par des gendarmes avec dans sa poche un ordre d'expulsion pour incitation à la grève. Cet après-midi, l'ancien mineur du Pas-de-Calais, devenu premier secrétaire du Parti ouvrier polonais, est retourné à Varsovie, le sourire aux lèvres, très satisfait de son séjour en France, sa première sortie officielle en Occident. M. Guirec emportait avec lui 2 accords, une charte de coopération économique de 10 ans, le texte économique le plus important que la Pologne ait jamais signé avec un pays occidental, et une déclaration commune de coopération politique que le premier secrétaire polonais a signée avec M. Pompidou en début d'après-midi à l'Élysée. Cette déclaration prévoit des consultations politiques régulières qui auront lieu en principe une fois par an. Un accent particulier a été placé sur les échanges entre les hommes, jeunes et étudiants, techniciens et savants, hommes d'affaires et touristes. M. Guirec a invité M. Pompidou à se rendre en voyage officiel en Pologne. Le président de la République en a accepté le principe. La guerre du pétrole a sans doute pris fin hier soir à New York. Après 9 mois de discussions serrées, les pays producteurs du Golfe Persique et les grandes compagnies pétrolières ont enfin trouvé un accord. Disons, d'une façon schématique, que les producteurs vont devenir progressivement majoritaires dans l'exploitation de leur pétrole. Mais alors c'est une victoire pour qui, Patrice Duhamel? Les pays producteurs ou les compagnies pétrolières? Bien, en réalité, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il s'agit d'un compromis qui marquera certainement une date dans l'histoire du pétrole. Cet accord, on peut dire qu'il est exemplaire et symbolique. Exemplaire parce qu'il sera sans doute étendu aux relations entre les autres compagnies pétrolières et les autres pays producteurs de pétrole. Symbolique parce qu'il marque le terme d'un affrontement qui opposait depuis 2 ans 2 camps. D'un côté, 6 pays riverains du Golfe Persique, vous les voyez sur cette carte, 6 pays qui à eux seuls représentent 1/3 de la production mondiale et surtout, plus de la moitié des réserves totales connues à ce jour. De l'autre côté, 8 géants du pétrole, 8 des plus importantes compagnies pétrolières. Résultat de ce compromis, les pays producteurs auront donc progressivement, d'ici à 1982, ce qu'ils réclamaient depuis longtemps, à savoir une participation majoritaire de 51% dans les concessions. En échange, les compagnies obtiennent une juste indemnisation et puis, et c'est important, l'assurance que cette petite révolution ne freinera ni leur approvisionnement ni leur expansion. Oui, c'est bien beau, mais peut-on s'attendre à des conséquences en France? Je pense bien sûr au prix de l'essence et du pétrole, du fioul. Eh bien, il faut d'abord dire que cet accord, nous, la France, nous touche de très près, puisqu'en effet, les 6 pays du Golfe Persique nous vendent chaque année 50 millions de tonnes de pétrole brut, soit près de la moitié de notre consommation annuelle. Alors, bien sûr, des conséquences, il y en aura. Pas sur l'approvisionnement, je le répète, mais des conséquences sur les prix. Disons, pour simplifier, qu'après cet accord, après d'autres accords déjà signés à Téhéran et à Genève, le pétrole coûtera aux compagnies 12% plus cher, ce qui se traduira au stade de la consommation par une augmentation de 3 à 4% du prix des carburants. Et ce, en principe,
au 1er février prochain. Mais cette augmentation ne sera pas la même pour tous les carburants. En principe, elle devrait être plus importante pour le fioul que pour l'essence. Monsieur Guichard, le ministre de l'Aménagement du Territoire lance un appel à l'imagination des architectes et des urbanistes. La ville, dit le ministre, c'est comme une forêt. De loin, une masse homogène, de près, la surprise infinie d'arbres tous différents. Or, l'architecture moderne, poursuit monsieur Guichard, tend à tout uniformiser. Il faut donc stimuler les initiatives en faisant appel à de vrais talents créateurs à l'écoute des élus et des usagers. Fin de citation. Un drame de la montagne. La nuit dernière, dans les Pyrénées, une jeune fille de 19 ans est morte de froid au cours d'une ascension dans le massif de Gavarnie. Elle était avec 2 de ses camarades que les sauveteurs ont retrouvés ce matin. Une autre jeune fille de 19 ans souffre de profondes gelures. Le seul garçon de ce petit groupe est, lui, hors de danger. À Angoulême, 48 heures après la tuerie du grand magasin, les habitants demandent que l'on fasse quelque chose pour limiter la vente et la circulation des armes. Une pétition qui a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures va être adressée au président de la République et aux principaux responsables de la région de Charente. À l'Assemblée nationale, un député a posé une question d'actualité à ce sujet cet après-midi. Madame Tom Patnôtre ne comprend pas qu'un malade mental sortant d'un établissement psychiatrique puisse acheter un fusil de chasse sans aucun contrôle préalable de l'armurier. Il y a donc incontestablement un problème de la réglementation des armes à feu. Cette expérience menée dans la rue et chez un armurier par Ladislas de Hoyos en est, je pense, une preuve supplémentaire. Regardez plutôt. Bonjour monsieur, je voudrais une carabine pour laquelle je n'ai pas besoin de permis, une carabine qui tire loin, qui tire précis, qui ne s'enraye pas et qui puisse contenir 2 ou 3 balles ou 4 balles. Oui, qu'est-ce que vous avez? Une carabine à répétition, c'est le modèle. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une carabine Van de rifle, automatique, Oh non, je voudrais quand qui même quelque chose. permet un tir à 50 mètres. Non, je voudrais quand même quelque chose de plus solide. Hein. J'ai encore un modèle carabine. Ah oui, ça c'est plus sérieux déjà. Oui. Voilà, ça, c'est la carabine qui est spécialement étudiée pour le tir. Vous avez un canon lourd, vous voyez, qui est beaucoup plus étoffé que ceci. Puis elle fait peur celle-ci. Oui. C'est une carabine très précise. C'est du calibre 222. Écoutez, je l'essaierai bien volontiers. Hein. Voilà, on introduit les cartouches dans le chargeur. Oui. Voilà. Voilà, il y en a 4. Bon, bah je vous la prends alors. Auparavant, je vais vous faire une fiche de vente. Ah, parce vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de formalité. Ah, ce n'est pas une formalité, mais nous devons remplir une fiche de vente avec le nom, l'adresse et la... Écoutez, j'ai pas de pièce d'identité sur moi. Oui, ça ne fait rien. Ça fait rien. Alors, c'est monsieur Chapelle. Chapelle. Comme une chapelle. Bien. Bon, vous le donnez pas à la police. Ah non, non. 1500. Elle est garantie. Elle est garantie, oui, bien sûr. Bon, voilà les cartouches. Ouais. Bien, et bien, merci. Je vais m'y emballer. Ah, bah écoutez, c'est pas la peine, j'ai la voiture. Ah bon, bien, bien. Merci. Au revoir, Au monsieur. revoir, monsieur. La loi n'interdit pas de transporter de telles armes dans les lieux publics, même si elles ne sont pas sous étui ou emballées. Si vous allez avec cette carabine, monsieur? Dans ma voiture. On est obligé d'avoir un étui ou pas? Oh, C'est préférable. je fais peur à personne, non? Non, bien sûr, mais enfin, c'est Hein? préférable. D'ici à la voiture, juste. Monsieur Gastine, est-ce que n'importe qui peut venir, comme tout à l'heure, acheter une arme de ce calibre sans autorisation spéciale? Il n'y a pas d'autorisation pour acheter les armes de 5e catégorie qui sont classées comme armes de chasse ou celles de 7e catégorie qui sont classées comme armes de tir. Mais elles sont suffisamment dangereuses pour qu'on puisse tuer n'importe qui à bonne distance. Toutes les armes sont dangereuses. Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même de vous méfier d'un client spécialement énervé et qui ne paraissait pas être
plutôt un chasseur? Ça nous est déjà arrivé de nous méfier, de voir que les gens n'étaient pas dans leur état normal. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, nous essayons de retarder la vente et la sortie de l'arme. Pour les armes les plus dangereuses, personne ne peut acheter les armes qu'on considère comme les plus dangereuses sans avoir une autorisation d'achat. Alors la question qu'on se pose maintenant, M. Gastine, après l'affaire d'Angoulême, est de savoir si la réglementation ne devrait pas être revue et peut-être même corrigée. Ah, ça, c'est une question très, très compliquée parce que la réglementation peut être nécessaire dans certains cas, mais d'un autre côté, dès qu'il y a réglementation, il y a des formalités longues, compliquées et qui peuvent être très gênantes pour un grand nombre de personnes. Oui, en particulier pour les chasseurs, qui risqueraient d'avoir des difficultés pour aller de chez eux au terrain de chasse avec leurs fusils. Je tiens, avant de refermer ce chapitre, à vous préciser que cette expérience, vous l'avez compris, a été faite dans la rue avec un micro caché et qu'elle n'était destinée à mettre absolument personne en cause, si ce n'est simplement à mettre en lumière une législation qui est peut-être maintenant un peu désuète et qui mérite en tout cas d'être repensée. Avant d'acheter une voiture, peut-être au salon de l'auto, êtes-vous sûr de bien connaître le code de la route? Certainement pas, en tout cas, les nouvelles modifications qui viennent d'y être apportées. Ces modifications ont pour but de renforcer les mesures de sécurité sur la route, et vous serez d'accord pour dire avec moi que ce n'est pas inutile, loin de là. Article 10 du Code de la route. Un conducteur doit rester maître de sa vitesse, de son véhicule. Cela paraît à tous évident. Et pourtant, combien d'entre nous le respectent? À quelle allure rouliez-vous? Là, 70-80, là. Vous estimez qu'il y a quelle visibilité ce matin? Elle n'est pas grande, là. Avec les phares, disons, 30-40 mètres. Car plus, un petit peu plus. Il y a 80 km/h, vous pensez qu'il vous faut combien de temps pour vous arrêter s'il y a un obstacle? Pas très longtemps. Environ 30-35 mètres. À 80 à l'heure, vous estimez qu'il vous faut combien de temps pour vous arrêter? Ah, je pourrais pas vous dire, là. C'est inconnu, la distance d'arrêt, c'est l'objet d'une des principales modifications que connaît le Code. Désormais, et cela vise surtout les conducteurs sur autoroute, ils devront veiller à laisser un espace de plus en plus grand entre leur voiture et celle qui la précède, et cela proportionnellement à leur vitesse. Trop souvent aussi, une autre voiture en profite pour s'intercaler. C'est maintenant interdit. Et puis cela, vous ne devrez en aucun cas le faire. Lorsque le véhicule qui vous précède, voulant tourner à gauche, est engagé sur l'axe médian de la chaussée, s'il reste suffisamment de place à sa droite, c'est là que vous devrez le dépasser. Nouvel esprit du code, la vitesse élevée n'est pas seule responsable du danger. Ainsi, ce conducteur en promenade, qui roule à vitesse réduite, peut être aussi dangereux qu'un fou du volant. Plus de bouchons inutiles causent d'énervement. Il vaudra mieux se garer sur le bas-côté. Le code prévoit aussi des améliorations pour la circulation des transports en commun. Dans les agglomérations, vous devrez céder le pas au car quittant sa station. Enfin, deux interdictions formelles sont précisées. Premièrement, l'entrée de l'autoroute est interdite aux véhicules qui, par construction, n'atteignent pas les 40 km/h. Deuxièmement, ce qui était une évidence pas toujours respectée, est maintenant spécifié dans le code, il est interdit de reculer sur autoroute. La Louque va changer de propriétaire. 9 mois après la mort de Maurice Chevalier, son domaine de Marne-la-Coquette a été mis en vente. On peut s'en étonner dans la mesure où les intimes du fantaisiste voulaient en faire un musée, Maurice Chevalier. On a dit aussi que sa légataire universelle n'abandonnerait jamais la Louque. Jean-Pierre Abou est allé aujourd'hui à Marne-la-Coquette regarder son reportage. Maurice Chevalier avait acheté cette propriété en 1953, il y tenait beaucoup, il lui avait donné le surnom de sa mère, la Louque. À sa mort, c'est Madame Méliès, sa légataire, qui en est devenue la propriétaire. Elle n'arrive plus à l'entretenir, les charges sont beaucoup trop lourdes. Est-ce que vous allez être obligé de vendre cette maison? Oui, c'est une triste réalité. Triste réalité parce que l'État ne me permet pas de la garder, m'impose trop fort sur la maison, et mes droits de succession étant forts aussi, je ne peux pas la conserver. C'est pour moi un déchirement, c'est un second départ pour moi. C'est très difficile à passer. Que représente la Louque pour vous? Ça représente toute la carrière, tout le courage,
tout Maurice. Et quand je dis que c'est un second départ, pour moi c'est un second départ. Et c'est une maison qui représente, je présume, énormément d'argent? Bien sûr. Bien sûr. Avec ce qu'elle contient, avec ce qu'elle représente. Bien sûr. Est-ce que déjà des acheteurs sont venus pour voir la maison? Oui, bien sûr aussi. Mais enfin, je n'arrivais pas à dire oui. Je n'arrivais pas à m'en séparer, mais il faut y arriver. Le public pense que Maurice Chevalier avait une fortune considérable et que, étant l'héritière de Maurice Chevalier, vous-même, vous devez maintenant avoir une fortune considérable. Bien sûr, mais nous sommes plusieurs, nous sommes beaucoup de gens sur le testament et je vous dis, l'État prenant ses droits de succession, la fortune est d'autant diminuée. Est-ce que c'est facile de vivre dans l'ombre d'un grand artiste comme Maurice Chevalier? Pas très facile, mais on vit beaucoup en soi, avec ses souvenirs, avec tout ce que l'on vénère. Pour moi, je ne peux pas en parler au passé, parce que pour moi, il existe toujours. Il est toujours derrière moi, je suis persuadée qu'il m'aide toujours. À titre indicatif, à toute fin utile, je vous précise que la Louque est loin d'être à la portée de toutes les bourses. Son prix autour de 3 millions actuels, 300 millions anciens. Marcel Cerdan sur un ring ce soir à Marseille. On n'avait pas vu cela depuis 8 mois. Son adversaire est l'Argentin Capellia, mais Marcel Cerdan pensera surtout ce soir à ce combat qu'il espère toujours livrer un jour aux champions du monde de sa catégorie, les poids welter. Le national de tennis. En attendant les demi-finales Geoffrey Comtet et Proisy-Goven qui auront lieu demain à Aix-en-Provence, on a disputé cet après-midi la finale du double messieurs. Jean-Claude Jevant a suivi cette partie pour nous et va nous dire qui a gagné. Dans le national de tennis qui se dispute en ce moment même au Country Club d'Aix-en-Provence, on arrive en cette fin de semaine au stade des finales. Celle du double messieurs opposait Patrick Proisy-Dominguez à Chanfrot-Georges Goven. Les deux premières manches furent sans histoire, Proisy-Dominguez de face s'imposant nettement 6-3, 6-4. Au cours de la troisième manche, Chanfrot-Goven menait 2-0, était rejoint à 2 partout, reprenait l'avantage 5-3 pour finalement s'incliner 3-0 sur renvoi adverse. « 6-3, 6-4, 8-6, un score net et une victoire sans histoire ni relief pour Proisy-Dominguez, vainqueur du double messieurs cet après-midi. La balle de match avec au service Proisy, la première est mauvaise. La deuxième sera celle qui donne la victoire et le titre du double à Proisy-Dominguez, récompensé peu après par les présidents Marcel Bernard et Max Guérin. Connaissez-vous la Polnareff Révolution? C'est un mot nouveau entièrement imaginé et breveté par le chanteur Michel Polnareff. Ce mot a peu de chance d'entrer dans le dictionnaire, mais il est tout un programme. Plus précisément, Polnareff Révolution, c'est le titre du spectacle que Polnareff présentera à partir de demain soir à l'Olympia. Un reportage d'Alain Escoubet. Un petit point, tout brillant et tout chevelu sur une scène, c'est Michel Polnareff. Ici, vu de haut. Le même, vu de face, de profil et de dos. J'aime bien pouvoir continuer à m'amuser. Je crois que ça, c'est quand même une chose qui le montre bien. Mais si le tour de hanche de Michel Polnareff est une chose, son tour de chant en est une autre. Il y pense et il s'y prépare dans le confort. On ira tous au paradis, moi. La Rolls-Royce, c'est votre manière à vous d'aller au paradis? Oh non, je crois que de toute façon, je crois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux de toute façon dans leur petite voiture que moi dans ma grosse. Si j'avais le sentiment que le fait d'avoir une Rolls empêche
quelqu'un de manger, j'aurais absolument pas de Rolls. De toute façon, ma plus grosse fortune ne se mesure pas en billets de banque. Ma plus grosse fortune, c'est les idées que j'ai dans ma tête. Et ça, la Rolls, on pourra la détruire, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais ce que j'ai dans ma tête, on pourra pas me l'enlever, à moins... L'Olympia est un lieu populaire dans lequel il se passe des choses qui sont, à mon avis, plus ou moins bonnes. Je ne dis pas que ce que je fais est excellent, en tout cas, ce que je crois, c'est que ce que je fais est différent. On ira tous au paradis. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient contents d'entendre des chansons qu'ils aiment, mais qu'ils voient quelque chose que le disque ne leur donne pas. Il y aura du son et de la lumière, mais j'espère que ce ne sera pas aussi vieux que l'expression qui est consacrée à ce genre de spectacle. On ira tous au paradis. Qu'on soit bénis ou qu'on soit... Bien, à défaut du paradis, pour l'heure présente, je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, une excellente soirée. Merci de votre attention.